Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'École des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir pour cette 4e interview, Solveig. Bonjour Solveig. Bonjour Aurore, ça va bien? Oui, comment vas-tu? Ça va super bien. Alors, aujourd'hui, alors en fait, c'est la première fois que je t'ai vocalement. Et du coup, en fait, je veux aussi, on a parlé un petit peu avant, mais je vais pouvoir aussi en apprendre un peu plus sur toi. Donc, c'est bien que ça se passe comme ça aussi. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, si tu as envie de parler un peu de ton réel, de ce qui se passe dans ta vie, enfin voilà, ton âge, voilà. Ça, c'est au choix. Donc, je m'appelle Solveig Thémis, j'ai 42 ans, je suis mariée avec 2 enfants. Mes enfants ont 8 et 11 ans parce qu'ils ont... C'est quand même important parce que je suis devenue prêtresse au moment que j'ai accouché de mon premier. Donc, on peut dire que ça a ponctué ma vie, ma prêtrise. Donc, c'est ça, je suis arrivée dans l'ordre d'EDA, mais en fait, l'école du Lotus en 2008. Et j'ai été initiée en janvier 2011. Donc, ça fait 11 ans que je suis initiée. Mais je suis païenne depuis bien avant ça. Là, on parle d'une vingtaine d'années. Dans la vraie vie, je suis adjointe administrative, donc tout ce qui est support, soutien administratif, là, technologique. Et ça, c'est là-dessus, c'est ça ma contribution, surtout à l'ordre de DA. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à cheminer justement dans l'ordre de DA? En fait, moi, j'étais en coven avec Julie et Valérie au moment qu'ils créaient l'école. Donc, je suis un peu arrivée dans les débuts. Pas la première cohorte, là, mais dans la 2 ou la 3e. Donc, on se connaissait dans la vraie vie. Elle me dit que ça pourrait être bon pour toi. Nous, à l'époque, il n'y avait pas DS Sapienza, c'est vraiment DA Mystica en premier. Mm-hmm. Puis, on y allait un petit peu... un peu pas dans l'ordre nécessairement parce que j'ai pu faire des leçons en vrai où est-ce que c'était Julie qui présentait l'information en personne. Ensuite, on faisait l'exploration en personne, mais dans son temple. Donc, j'ai comme commencé. La première leçon que j'ai faite, c'est la Dame Noire. La première leçon que j'ai faite avec elle, en plus de faire les autres leçons de mon côté là, à la maison. Donc, c'était vraiment un peu le crash course de l'ordre de DA à ce moment-là avec la Dame Noire. C'est intéressant. Je pense qu'on devrait demander à Camille qu'elle nous fasse les leçons chez elle. Honnêtement, c'est vraiment une autre expérience. Je me suis sentie beaucoup plus supportée dans la Dame Noire grâce à ça, parce qu'on était plusieurs. Il y avait justement Julie et Valérie qui sont les fondatrices de l'ordre. On était protégés dans un temple. Fait que je me suis sentie beaucoup plus entourée, donc peut-être moins traumatisée peut-être par la Dame Noire. J'ai senti que je pouvais y aller plus à fond sans tomber, on peut dire. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est un gros plus dans tout le cheminement. Là. Fait que si vous pouvez le faire, ça serait génial. Là. Mais on va tous débarquer chez Camille. Oui, c'est ça, tous débarquer chez Camille. Je serais contente. Et alors, parle-nous de toi avant, par exemple. Est-ce que tu as eu une transformation entre toi, comment tu étais enfant, ta vision, tes rêves, par rapport à tout le cheminement que tu as eu jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a eu des répercussions
sur ta famille, sur tes enfants? Est-ce que sur le travail, est-ce qu'il y a eu des répercussions dans ta vie par rapport à tout ce cheminement et s'il y a eu un changement entre tes rêves d'avant et de maintenant? En fait, j'ai toujours été très spirituelle, on peut dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais enfant cœur à l'église. J'étais vraiment très catholique, on peut dire. Et dans un moment de doute un peu, je n'ai pas fait de dépression majeure à 20 ans, mais j'ai trouvé ça difficile, la vingtaine. Et tout le paganisme a venu me supporter là-dedans. Je pense que je suis devenue une meilleure personne aujourd'hui grâce au paganisme, parce que ça m'a donné des ressources, ça m'a donné un encadrement, en fait, une recherche de moi-même à travers tout ça. Donc, je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a permis aussi, en fait, de devenir mère parce qu'avant, je ne voulais rien savoir de la maternité. C'était un gros non. Et ça a été grâce au paganisme que j'ai comme plus approprié ce rôle-là. Justement, dans Dea Mystica, on approche le rôle de la mère. C'était pour moi ma leçon la plus difficile que j'ai faite. Mais ça fait qu'aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Donc, je pense que sans ça, je n'aurais pas eu ça. Ça a aussi un impact au niveau justement de ma famille parce que mon conjoint, pour lui, il voulait avoir des enfants. Donc, ça a été un double cheminement dans la vraie vie et dans le paganisme à travers tout ça. Pour le reste, au niveau vie en général, chez nous, tout le monde est au courant que je suis païenne, donc il n'y a pas de cachotterie là-dedans. J'ai même impliqué mes parents, ma mère. C'était justement à travers le cheminement de la mère. Je l'ai fait avec ma mère un peu pour comprendre, puis toutes ces affaires-là. Mon conjoint, il a fait participer aussi. Donc, c'est pas une vie cachée pour moi, le paganisme. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir inclure mes enfants dans des rituels, dans des explications, participer aux fêtes là, annuelles aussi. Là. Donc, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de 2 vies parallèles. Là. C'est vraiment un ensemble. C'est facile, c'est plus facile, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus facile quand on n'a pas à cacher nos pratiques. Moi, chez moi, les hôtels sont à la vue. Là, donc, tout le monde. En fait, vous rentrez juste avant même de rentrer, il y a un symbole païen sur mon entrée en bois. Donc, les gens, souvent, ils posent des questions sur c'est quoi ça? C'est un symbole de protection. Puis, si ça te met mal à l'aise, rentre pas chez nous parce qu'il y a pire encore à l'intérieur. Mais on n'est pas. Je ne suis pas à crier sur les toits, en fait. Pour moi, c'est comme dire que j'ai un mode de vie. Là, donc, je sais que ça a été en fait un clash avec ma belle-mère quand il est venu le temps de rendre notre relation, moi avec mon conjoint, sérieusement. Elle a trouvé ça dur. Et après ça, c'était beaucoup de discussions avec elle sur comment que je vois ça, puis le fait qu'on a les mêmes valeurs, parce que j'ai quand même été catholique pendant très longtemps. Elle est restée encore catholique. Donc, je pense que c'est juste là que ça a eu un problème, là, 15 ans quand je me suis mariée. Mais après ça, je dirais qu'aujourd'hui, on va parler de paganisme avec ma belle-mère. Là. C'est quelque chose qui la rend maintenant très à l'aise parce qu'on on a plutôt vu les parallèles sur qu'est-ce qui est pareil. Donc, les enfants, on les élève dans les mêmes valeurs qu'elle avait, qu'elle a encore aujourd'hui, puis tout ça. Là. Donc, ça, c'était la seule personne qui a trouvé qui était un malaise, mais que plus maintenant, là. T'sais. On est passé par-dessus. Oui, avec la communication, ça aide. Ben oui, en même temps, elle, son mari est décédé entre-temps, mon beau-père, puis je pense que ça l'a... à travers les discussions sur comment qu'on voit la mort, comment qu'on voit la vie après la vie, ces affaires-là, on s'est rejoints parce que je pense que ma vision doit être plus rassurée que sur la vision que la Bible peut offrir, toute l'histoire de l'enfer. Elle, c'est quelque chose qui la dérangeait parce que mon beau-père, pas qu'il était un homme mauvais, était une excellente personne, mais il n'était pas un pratiquant très assidu. Donc, c'est quelque chose qui la stressait. Le fait que nous, dans le paganisme, il n'y a pas d'enfer en tant que tel, c'est juste une vie après la vie, puis c'était plus, ça la rassurait. Donc, je pense que c'est quelque chose c'était notre premier point commun, puis après ça, le reste a suivi. Oui, c'est bien. Donc, est-ce que tu as eu des grandes difficultés quand tu as exploré les leçons? Est-ce qu'il y a eu des exercices ou des choses qui ont été très difficiles pour toi? Est-ce que tu veux nous en parler?
Je pense que la relation la plus difficile que j'ai eue, c'est justement l'enfance et la mère. Je réalise que je vais pas parler de traumatisme de mon enfance, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai mal vécues, que j'ai mal vécues à l'interne, honnêtement, puis ça a eu des répercussions. Quand j'ai fait ces leçons-là, j'ai réalisé que, OK, il y a vraiment de quoi travailler dessus. En même temps, j'ai découvert le chamanisme qui eux, justement, parlent beaucoup de ces moments-là qui sont charnières dans un développement. Donc, ça, c'est les moments que j'ai trouvé le plus difficiles dans tout mon cheminement, qui m'a forcé à aller justement chercher une aide extérieure. Donc, ça, je l'ai fait à ce moment-là. Ça a été assez bénéfique parce que pour moi, il y a un avant et un après cette thérapie-là que j'ai faite avec... moi, j'ai fait à travers le chamanisme, honnêtement. J'ai eu la chance d'avoir vécu un rebirth. Donc, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis de passer pas passer par-dessus, mais de le mieux le revivre pour qu'il y ait moins d'impact. Donc, ça a été quelque chose qui avait commencé à travers Dea Mystica, que finalement, je suis allée à l'extérieur. Ça a été un gros impact sur ma vie qui fait que je suis beaucoup mieux dans ma tête que je l'étais à ce moment-là. Tu as traversé les zones d'ombre pour pouvoir sortir comme un accouchement. Bien, c'est ça que c'est un rebirth, en fait. C'est que ça t'amène dans un état un peu plus comme alternatif, sans drogue. Il n'y a pas de drogue à ce moment-là. Ils font juste les techniques de respiration. Mais ça te fait que, justement, tu passes à travers tes ondes et tu réalises que, mais finalement, c'est pas si pire que ça. Pourquoi tu l'as vu comme ça? Fait que c'est de reconstruire, en fait, ta vision mais pas ta vision, de reconstruire ce moment-là, mais avec une nouvelle vision, avec une vision d'adulte. Parce que, souvent, les choses qu'on va vivre en enfant, c'est qu'on ne les comprend pas. On n'a pas les outils pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Fait que tout le processus de rebirth fait qu'on repasse ça, mais avec mes yeux d'adulte. Et à ce moment-là, on réalise que c'est pas si pire que ça, finalement. Là. Fait que ça a été ce moment-là qui était charnière dans ma pratique, qui fait que après ça, je suis arrivée dans toutes les autres leçons, puis c'est que, c'est pas si pire que ça, finalement. Hein? Je veux dire, une fois que tu as passé dedans une première fois, le reste, le chemin est fait. Là. Et une fois qu'on a passé la peur, oui, mais c'est plus ça. facile. C'est ça. Une fois qu'on a fait la tempête, on retrouve nos pas dans la neige ensuite. Là. Donc, c'est ça. Mais pour moi, c'est ça. Ça a été... j'ai eu un éclair dans des Mystica, mais c'est ça. C'est le après qui... mais qui a fait tout un changement, je réalise, parce que ma vie, je peux dire, j'ai vraiment le avant et le après de ce moment-là. Avant, tout était comme pénible, tout était comme je comprends pas, tu te mets en question tout le temps, tu as toujours le syndrome de l'imposteur, puis tout. Puis une fois que tu as passé à travers ce moment-là, on dirait que tout le reste, c'est plus facile. C'est plus facile d'avoir de confiance en soi, puis de dire que, hey, mais je suis bonne finalement. T'sais. Donc, c'est ça. Est-ce que, alors, vu que tu es une ancienne, donc tu n'as pas connu Dea Sapienza et Dea Mystica, séparément, donc ça a été, t'as pas eu, en fait, il n'y a pas eu de continuité, mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu justement aller dans la prêtrise, continuer ce cheminement-là jusqu'au bout? Je pense que pour moi, la prêtrise à ce moment-là, c'était plus l'accompagnement justement de vouloir redonner aux gens de ce que moi j'avais reçu. C'était comme ça. C'était ma première approche, en fait, c'est de donner ce que j'avais reçu et en même temps de pouvoir accompagner les gens. Parce que moi, j'ai commencé à faire du mentorat. Ça a été vraiment la seule grosse constance que j'ai dans ma prêtrise au sein de l'Ordre, c'est du mentorat. J'ai commencé à faire ça, puis j'ai trouvé ça très important, très gratifiant, en fait, d'accompagner des gens dans leur chemin, puis c'est ça qui m'a poussé à être prêtresse initialement. Ensuite, le reste, mais je faisais... moi, je fais aussi beaucoup de grandeur nature, de médiéval, donc la reconstruction, pas tout le temps la reconstruction, mais vraiment des jeux de rôle. J'ai souvent pris le rôle de prêtresse là-dedans, je trouvais ça, ça venait me chercher. Fait que pouvoir le faire justement là, dans mon cheminement païen, je trouvais ça vraiment, ça venait, on parle de tout, ça venait raccorder ces deux aspects de ma personnalité. Donc, ça a été une opportunité à ce moment-là, puis le reste, ça se développe en vivant la prêtrise, en vivant surtout le paganisme en général et en communauté. Là. Donc, Et à quel moment tu as compris et trouvé ta déesse patronne? Dans quel état? Est-ce que tu avais des émotions particulières? ça a été
a été un peu pas pénible parce que je me voilais un peu les yeux. Parce qu'on revient au fait que j'étais en jeu comme loisir. J'étais une prêtresse de Gaïa dans le jeu que j'étais. C'était quelque chose qui m'appelait beaucoup. Mais c'était un jeu. Donc, mais je le prenais très sérieusement, honnêtement, à le faire. Mais je me trouvais un peu, on parle d'un syndrome de l'imposteur, c'est comme je ne peux pas prendre cette déesse-là parce que c'est un jeu, c'est pas vrai que je vais faire ça. Mais à force de travailler, à force de discuter avec Julie à l'époque, c'est comme, OK, c'est vrai que c'est elle. Elle est arrivée à ce moment-là sous cette forme-là parce qu'autrement, je ne l'aurais pas vue, je ne l'aurais pas cru, je pense. Ça a été un peu un éclair de génie vraiment un peu bizarre. J'étais au travail. Puis il fallait que je fasse mon fameux cahier. J'étais rendue à faire ça, puis c'était comme sur qui je le fais. Puis c'était, pourquoi tu ne le fais pas sur elle? Au pire, au moins, même si c'est pas elle, ça sera crédible. Puis finalement, à force de travailler en vrai avec Gaïa, mais disons que ça s'est comme confirmé, puis elle était comme, ben là, enfin. Là. Donc, mais tu sais, Gaïa n'est pas une déesse qui est fracassante. C'est pas elle n'est pas dans ta face, on peut dire, comme divinité. Fait que c'est sûr que les signes sont toujours plus subtils. Fait que c'est plus dur de prendre si tu es elle, si tu es un autre. J'avais aussi beaucoup la déesse Isis qui était présente à ce moment-là. Donc, cette fois, c'est comme laquelle des deux, finalement, là, elle était la bonne. Là. Parce que je pense en même temps, il faut passer par-dessus le fait que choisir n'est pas effacer les autres non plus. Donc, je pense que c'est plus ça qui est cheminement qui est difficile à faire. C'est de se dire que, OK, c'est elle, mais il y en aura d'autres après aussi. Ça. Mais c'est ça. On est parti d'un jeu, puis c'est devenu qui je suis maintenant. Alors, tu nous disais, pour ton début de parcours, tu as surtout fait du mentorat. Comment ça s'est passé vraiment le tout début entre le moment où tu as été initiée et voilà, est-ce que tu as eu le traversée du désert ou... Mais il faudrait que nous, à l'époque, on n'était pas tant de prêtresses qui étaient initiées. Il y avait beaucoup de demandes, en fait. Ça a été assez rapide à embarquer dans le mentorat. Ça a été, je pense, après comme quelques mois, puis j'étais déjà dans le mentorat. J'étais aussi en charge on travaillait sur les différents comités. C'est là qu'un petit peu après que moi, je suis arrivée, qu'on a commencé à travailler des Sapientia, puis toutes les... à mieux fournir, on peut dire, le programme. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ma traversée du désert, j'avais plus eu quand il y a eu... il y a un peu de drama, justement, dans l'ordre. Il y a eu un peu de moments où est-ce que, tu sais, je me retrouvais pas nécessairement au niveau des valeurs. C'est là que, pour moi, ma traversée du désert était là. C'est là que je me trouvais plus dans le mentorat, je me retrouvais plus là-dedans. Fait que je suis je vais quitter, ça va être plus simple. C'est arrivé en même temps que, tu sais, c'est ça, mes enfants, j'étais tombée enceinte de mon deuxième, fait que j'étais comme moins d'énergie peut-être à ce moment-là. Fait que ça a été difficile là. Puis après ça, mais les choses sont placées dans ma vie, dans l'ordre. Puis le regain a recommencé avec d'autres projets. J'ai fait la Messive pendant longtemps. Je l'avais arrêté, je l'ai recommencé. Donc, fait que c'est plus ça. J'ai à travers sur 10 ans, c'est dur à dire une seule traversée du désert où est-ce que souvent, c'est la vie de tous les jours, où est-ce que tu as des périodes dans l'année où est-ce que tu te sens plus enthousiaste, plus créatif, puis des journées que tu te sens un petit peu moins. Mais mentorat, au moins, ça me permettait d'être toujours active, peu importe ce qui se passait. Donc, et aujourd'hui, du coup, en tant que prêtresse, comment tu vis ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as un quotidien particulier avec des routines ou est-ce que, voilà, c'est... Oh non, moi, ça fait longtemps que j'ai plus de routine, malheureusement. Des fois, je m'ennuie de dire, il faudrait que je le fasse. Mais quand que je me décide de faire une routine, il se passe de quoi qui fait que, pourquoi tu fais une routine finalement? Je veux dire, pour moi, ma prêtrise, ma dévotion à mes divinités, parce que j'en ai plusieurs maintenant, je le fais à travers une pensée, une action. J'ai des enfants qui fait que justement, je veux transmettre plus ce moment-là avec eux. Je veux pas qu'ils se sentent comme cadrés dans une routine. Donc, souvent, c'est qu'on va... le printemps s'en vient, on va faire telle chose, je vais faire telle prière, telle offrande. Donc, je fais ça, moi, c'est freestyle pas mal. Là. Mais c'est ça. J'ai pas de routine. Puis je me sens mieux depuis que j'ai décidé de ne plus avoir de routine, en fait. Parce qu'avant, c'était juste trop lourd, là.
sent obligé. Fait que c'est comme à quel point c'est sincère comme dévotion. Fait que je trouve ça... c'est ça. Mon hôtel est toujours entretenu. Je vais arrêter devant, je vais faire une petite pensée, je vais faire déposer une offrande ou rajouter quelque chose dessus. Ça vient avec le moment. Là. Donc. Oui, c'est pas calculé, c'est naturel. Donc, j'aime pas ça. Je sais que les gens, des fois, ils vont checker avec les tu sais, phase de la lune, journée de la semaine. Non, j'ai dépassé, moi, ce stade-là, en fait, de. Avec des enfants, on apprend justement à être beaucoup plus flexible. Fait que je pense que ça a un impact aussi au niveau de la prêtrise. Parce que moi, tu sais, ils sont encore jeunes, ils sont encore très, pas demandants, mais de moins en moins. Mais tu sais, c'est un autre apprentissage. Donc, c'est ça. J'ai plus le temps d'être rigide dans ma pratique. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux et celles qui souhaiteraient faire ce cheminement pour devenir prêtre et prêtresse? Mais mon premier conseil à donner là-dessus, c'est ayez confiance en vous. Parce que si vous pensez à vouloir devenir prêtresse, c'est probablement que vous êtes sur le bon chemin. Là. Il n'y a pas de chemin exact, il n'y a pas de mode d'emploi. Je veux dire, ça se passe entre toi et ta divinité, ce cheminement-là. Donc, si tu as déjà une divinité qui est prête à t'accompagner, tu peux être ta prêtresse sans problème. Il ne faut pas se prendre la tête là, avec justement là, la grosse routine, le gros carcan qu'on se fait et surtout, mettez de côté les stéréotypes liés à la fonction. C'est vraiment ça. Là. Premier conseil. Ensuite, je vous dirais que le reste, c'est allons-y avec go with the flow, on peut dire. Parce que des fois, les gens sont tellement coincés que ça bloque les énergies. Puis c'est là, je pense que ça devient plus dur. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui, ce ne soit pas parfait pour faire ton rituel, malgré que la lune soit dans le bon quartier puis tout. Là, ça se peut que dans 2-3 jours, c'est encore correct, puis c'est pas la fin du monde non plus. Ça ne fait pas une mauvaise prêtresse pour autant. Là. Donc, apprenez pas vos rituels par cœur. C'est juste trop long à faire. Et merci pour ces conseils. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou quelque chose d'inspirant qui te vient pour finir cette interview? Je dirais aux gens, c'est comme ça, ayez confiance en vous. Puis, des fois, la vie, elle ne nous amène pas nécessairement où est-ce qu'on voudrait être, mais on est là pour une raison. Fait que, au lieu de regretter où est-ce qu'on pourrait être, comprenez pourquoi vous êtes là, puis je pense que ça sera beaucoup plus facile, la vie en général, dans ce temps-là. Là. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes là pour une raison. Merci beaucoup. Merci à toi, ça fait un plaisir. Écoute, je te remercie pour cette interview puis ce partage et puis ta sincérité. Et puis, je te souhaite une belle journée parce que moi, c'est soirée, mais toi, c'est journée. Oui, c'est ça. Mon accent est devenu que j'étais au Québec. Je vais aller dîner, justement. Merci à toi beaucoup. C'est quand même une belle initiative que tu as prise. Ça nous permis d'apprendre un petit peu plus sur avec qui on partage notre communauté, puis d'entendre tous vos beaux accents français et partout. Là. Merci. Moi aussi, j'aime bien. J'adore parler avec les Québécoises. Ça me fait du bien, j'ai l'impression de voyager. on est exotiques. C'est ça. On est tous. Belle journée et merci encore. Merci à toi aussi. Là. À bientôt. À bientôt.